Ça fonctionne pas. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 3 milliards de personnes défèquent en plein air chaque jour. Ça, c'est beaucoup de monde. Et on a l'impression que c'est un problème qui est loin de nous, mais non. C'est tout proche. C'est peut-être arrivé juste là, il y a à peine quelques minutes. Et pour régler ça, est-ce qu'il faut absolument avoir des installations comme celle-ci qui coûtent une fortune? Ou encore, est-ce qu'il faut se fier absolument à la gentillesse des commerçants qui nous donnent accès à leurs toilettes? Pas sûr. Avoir des toilettes efficaces, accessibles, fonctionnelles, me semble que c'est pas une technologie spatiale bien compliquée, non? Repenser les toilettes pour les communautés éloignées, pour les communautés des Premières Nations, pour leur redonner un peu de dignité sans aliéner leurs droits territoriaux, me semble que c'est dans le domaine du possible, ça aussi. La toilette, c'est un besoin de base. C'est drôle, on dirait que les dirigeants et nous-mêmes, on est portés à flusher ça un peu vite. So we're here at Tent City, Lakewood, New Jersey. About 6 miles down this way to the east, we have the Atlantic Ocean. Of course, north, if you go north about 60 miles, you've got Manhattan. 60 miles west, you've got Philadelphia. The main part of the camp is down in this direction. This is one of our outhouses. Again, it's very simple outhouse. It's the old-fashioned, just a pit in the ground and with a little building over top with a toilet seat. And so when it gets filled up, we just move it over, fill that one in, and start a new one. Nathalie, quand on pense à la défécation sauvage, on pense aux bidonvilles, on pense à des endroits où il y a une extrême pauvreté. On est à quelques pas du parc Émilie-Gamelin. Possiblement que la nuit dernière, quelqu'un a peut-être fait un numéro 2 pas loin ici, à côté. Là. Ça existe à Montréal. Oui, ça existe à Montréal. Les personnes en situation d'itinérance ont une qualité de vie qui se réfère au pays en voie de développement. Ça représente combien de personnes qui sont sans domicile fixe à Montréal? À Montréal, là, on commence à dire 6 000 personnes qui sont en situation d'itinérance visible. On se dit une société riche, mais qu'une frange de la population se retrouve à être pris à faire des besoins à l'extérieur, comme tu dis si bien, de la défécation sauvage. Pour moi, ça me révolte. Puis c'est vraiment une perte de dignité humaine. J'ai l'impression que Montréal n'est pas super bien équipé pour qu'on fasse nos besoins facilement. Non. Montréal, en fait, elle est la moins bien nantie au niveau des toilettes publiques en Amérique du Nord. Il y a des toilettes publiques qui ont été installées, des toilettes auto-nettoyantes. Ouais, les fameuses toilettes à 1 million. Les fameuses toilettes à 1 million. Il y en a combien? Il y en a 4 présentement. Il y en a 4? Il y en a 4. 6 000 personnes. Il y en a... Ça marche pas, là? Non, ça marche pas. Fait que donc, ils vont installer des toilettes chimiques, des toilettes bleues, où ils vont faire de la défécation sauvage. Et là, on parle des itinérants. C'est 6 000 personnes à Montréal, mais j'ai une pensée particulière pour les femmes. Oui. L'itinérance masculine et l'itinérance féminine est très différente. Donc, les femmes vont être plus en situation d'errance, qu'on appelle. C'est qu'ils vont se promener d'un endroit à l'autre, vont se trouver des lieux pour être en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui dorment à l'extérieur. Il y en a, mais ils ne dormiront pas seuls. C'est rare, c'est très, très rare. Pour ce qui est de l'hygiène féminine, au niveau des menstruations, les serviettes hygiéniques, les tampons, c'est très cher. Les travailleurs de rue qui vont distribuer des serviettes et des tampons. Moi, ce que j'ai vu, c'était de se rabattre sur du papier journaux. Et du papier de toilette ou des Kleenex ou des morceaux de tissu. Quand quelqu'un a des problèmes graves de toxicomanie, en général, il y a un peu moins de contrôle au niveau des sphincters. Tout ce qui est héroïne, smack, hydromorphe et tout ça, ça a un effet constipant. Sauf que lorsque la personne est en sevrage, elle est en manque, le corps libère tout. Donc, le sphincter se dilate et c'est une diarrhée fulgurante. Le corps dit « j'ouvre les valves maintenant ». Exactement. Il n'y a aucun moyen de recontracter. Et que ça, quand ça arrive, on ne cherche pas une toilette.
On cherche l'endroit le plus isolé ou un endroit où est-ce que je peux m'accoter puis attendre que ça passe. On a quelques secondes. On a quelques secondes. Et là, en général, ça se passe dans les vêtements. Dans les vêtements. Fait que la personne va être à la recherche d'une dose pour pouvoir calmer cette situation-là. Quand je pense à ce problème-là, l'itinérance, je pense au fait qu'ils n'ont pas de toit le soir. Je pense au fait qu'ils n'ont pas de quoi manger, qu'ils n'ont pas un bon café chaud le matin, qu'ils sont peut-être en manque de leur dose quotidienne de ce qu'ils consomment. Mais jamais dans ma vie, j'ai pensé ils n'ont pas ce qu'il faut pour faire caca. Ça n'existait pas dans ma tête avant de jaser avec toi. Et là, maintenant, ça existe, et je trouve ça bien troublant. This is a slum in Bangalore, which is called Lakshman Ram Nagar, and we are working here for the past 4 years. We deal with many cases related to women, children, and husband and wife household problems. Just close to the drainage, they have to build their house. And they are having a lot of problem with their children. They're suffering with a lot of diseases because that water is very dirty. The animals run through it, people shit in it, and all the dirt is being thrown. It's not only from the slum, it's from all over Bangalore. Catherine, tu es ingénieure des eaux, un titre pas très long qui rentre bien sur une carte d'affaires, mais j'ai l'impression que ce que tu fais, c'est pas mal plus complexe que ça. Oui, en effet. Moi, je travaille pour une organisation qui s'attarde à la problématique de l'assainissement dans les pays en voie de développement. On peut compter qu'il y a environ 4,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à un assainissement qui soit sécuritaire, donc comme nous, on peut avoir ici au Québec. Donc, c'est quand même beaucoup de gens là, qui ont des problèmes d'assainissement dans le monde. Je pense aux pays où il y a eu des crises climatiques, des crises politiques, des désastres naturels. Il y a beaucoup de travail à faire. Oui, effectivement. Il y a toutes les zones de crise où les gens se retrouvent dans des camps de réfugiés. Souvent, c'est des solutions temporaires, mais on sait que les gens... Qui deviennent parfois permanentes, malheureusement. Exactement. On sait que les gens vont vivre des fois de 5, 10, 15 années dans des camps. Donc, s'ils n'ont pas accès à un assainissement sécuritaire, c'est-à-dire qui permet de bien contenir les excréments humains, bien, il y a d'autres problèmes qui vont arriver, des maladies, le choléra. Les maladies diarrhéiques, c'est une des premières causes de mortalité infantile pour les enfants de moins de 5 ans. Ça va être plus dommageable que le sida, la rougeole et la malaria combinés. Dans une situation d'urgence, par exemple, les organisations vont arriver. On va appeler ça l'échelle sanitaire. Rapidement, on va dédier un endroit pour la défécation parce qu'on n'a pas d'autres endroits. Si on pense à Haïti, il y avait des décombres partout. Donc, on va faire des tranchées dédiées justement pour les besoins. Puis après ça, on va construire les latrines. Ça, c'est le plus rapide. Donc, une latrine, c'est quoi? C'est un trou dans le sol. Une fois que la latrine est pleine, il faut la traiter. Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, des stations de traitement en Haïti qui peuvent prendre en charge? Est-ce qu'il faut la brûler? Est-ce qu'on peut faire un traitement juste en rajoutant de la chaux? Donc, c'est comme ça. C'est très progressif, mais on parle de quand il arrive quelque chose, il faut que les gens, effectivement, il faut qu'ils aient accès à... Ils vont aller aux toilettes, ça, c'est sûr. C'est tout le monde. Et ils vont pas attendre 2 semaines. Ils vont pas attendre 2 semaines. Donc là, la solution la plus rapide, c'est on se dédie un coin, on met des stations de lavage des mains, puis on dit aux gens d'aller là. Quand on pense au travail que vous avez à faire dans ces pays où il faut installer système d'égout, système d'assainissement des eaux, il faut avoir en tête l'eau potable qui se fait de plus en plus rare sur la planète. Avec l'augmentation de la population, on constate qu'il va y avoir 5,7 milliards de personnes qui vont vivre en situation de pénurie de l'eau au moins 1 mois par année d'ici 2050. D'ailleurs, c'est un des défis du concours qui avait été lancé par la Fondation Bill & Melinda Gates, qui était de créer des toilettes un peu du futur. Well, I brought a little exhibit here. This is a container of human feces. Unsafe sanitation is a huge economic burden. You know, it's not just the children, all those diseases, the quality of life. On considère qu'elle va coûter environ 5 sous par personne par jour. C'est encourageant, quand même. Quand même. J'ai l'impression que l'industrie traîne un peu de la patte dans ce domaine-là. Pourquoi? Je pense qu'une raison, c'est parce que on voit encore la matière fécale comme un déchet. C'est pas quelque chose qu'on veut valoriser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches en ce moment qui se fait à créer une valeur, donc transformer la matière fécale pour créer quelque chose qui soit réutilisable, comme par exemple de l'électricité, du combustible. Quand on va voir les technologies qui vont être assez bien avancées à créer quelque chose qui va générer un revenu par la suite, bien là, il va y avoir beaucoup plus d'organisations, à mon avis, beaucoup plus de grandes entreprises qui vont vouloir travailler là-dedans.
c'est sûr que s'il y a de l'argent au bout, ça va peut-être aider un petit peu. OK. Combien de temps de venir en aide à ces gens qui vivent dans les pays en voie de développement pour avoir des installations sanitaires, des installations d'égouts appropriées? Il y a des enjeux scientifiques, techniques, politiques, budgétaires, mais il y a aussi des enjeux sociaux. Oui, il y a beaucoup de stigmatisation qui est entourée avec les métiers qui travaillent avec la gestion des boues fécales. Par exemple, tout ce qui est les vidangeurs, donc par exemple les intouchables en Inde ou les bayakou en Haïti. Donc nous, à CAS, on travaille beaucoup justement à encadrer le métier de vidangeur, à leur donner une valorisation, une crédibilité pour que ça soit bien reconnu, bien payé, puis qu'ils le fassent de façon sécuritaire. Et là, Catherine, on termine notre discussion dans cette salle de bain de luxe. Qu'est-ce que ça te dit? Oui, hein, c'est beau, c'est tout blanc, l'eau courante, c'est vraiment un privilège. Et vous, c'était confortable ce matin? Cette bucolique petite bécosse en bois de grange. Ah, c'est cute! Hein? Si se soulager en toute sécurité est un droit, bien pour certains, ça relève plutôt du privilège. Si votre quotidien ne vous permet pas de déféquer et d'uriner de façon hygiénique, la vie de tous les jours prend des allures de roulette russe. Pays en développement, catastrophes climatiques, crise humanitaire, zones de conflit, réfugiés, marginalisation sociale, discrimination sont autant de mots qui riment tristement avec urgence sanitaire. Et quand le monde est dans la merde, on a le devoir de l'aider à sortir de là!